Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Chaque jour au Maroc, 600 à 800 femmes se font avorter clandestinement dans des conditions souvent sordides. Et encore, il ne s'agit que d'une évaluation en l'absence de statistiques officielles. Le sujet reste un grand tabou dans notre pays, malgré les appels de la société civile et des associations de droits de l'homme et de défense des droits des femmes pour le changement de la législation en matière d'IVG au Maroc. Le code pénal marocain prévoit jusqu'à de 6 à 5 ans de prison pour les femmes qui avortent et 10 ans pour ceux ou celles qui les aident. Pourtant, depuis 2016, un projet de loi élargissant le droit à l'avortement en cas de viol, d'inceste, d'handicap mental ou de malformation très grave du fœtus est bloqué au Parlement en attente d'être adopté. Parmi les voix qui s'élèvent depuis des années pour dénoncer les drames provoqués tous les jours par l'avortement clandestin, celle du professeur Shafek Cheribi, militant de la première heure de la défense des droits des femmes et président fondateur de l'AMLAC, l'association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin, que nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau pour parler des dernières nouveautés et peut-être éventuelles avancées de ce projet de loi. Professeur Cheribi, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Je vous remercie infiniment de donner autant d'importance à ce sujet qui, comme vous le savez, me tient à cœur depuis des décennies. C'est notre devoir à tous. Vraiment, je suis très content et je voudrais remercier les médias, les journalistes, vous, de nous donner souvent l'occasion de pouvoir parler justement de ce sujet qui est, à mon sens, quelque chose d'absolument primordial et capital. Oui, on connaît tous votre engagement et que vous avez dû payer parfois cher vos engagements, mais vous êtes vraiment l'un des défenseurs emblématiques de cette cause pour la santé, le bien-être et les droits des femmes. Tout à fait. Alors, tout à fait. Où en est justement le projet de loi qui a été déposé en 2016 et où en sommes-nous de la révision de l'article 453 du Code pénal? Vous avez rencontré récemment le ministre de la Justice, Abdelatif Wahbi. Y a-t-il des raisons d'espérer que cette loi passe enfin, incessamment, dans quelques mois? Oui, alors justement, de toute façon, je vais vous dire, je reste toujours optimiste. Ça fait des années, mais je reste quand même optimiste. Déjà, si vous permettez, je vais vous faire un petit historique justement concernant cette loi au Maroc. Qui date d'il y a 60 ans, quoi. Alors, elle date effectivement parce que il y avait une loi avant 60 ans, avant 1960, qui donnait le droit à l'avortement dans l'article 453 dont on reparlera tout à l'heure, seulement quand la vie de la femme est mise en jeu. La vie. On ne parlait pas de santé. Et la loi a changé par la suite. Il y a eu un amendement de la loi. Donc, vous voyez qu'on peut quand même changer. Oui. On a ajouté quand la santé de la femme est mise en jeu. Et là, on va revenir sur ce terme santé. Parce que santé, on pense que la santé, c'est seulement santé physique, c'est-à-dire une personne malade d'une maladie cardiaque, rénale ou un cancer, quelque chose de grave. Alors que la santé, c'est pas ça. On verra tout à l'heure ce que c'est véritablement la santé. Et donc, la loi est restée depuis 1962-63, quand la vie ou la santé de la mère, l'avortement n'est pas puni. Mais avec des conditions, bien entendu. Il faut que la femme soit mariée. Il faut également aviser le médecin-chef de la préfecture. Ce n'est pas évident. C'est-à-dire, une femme arrive et que sa santé ou que sa vie est mise en danger par une grossesse, on ne peut pas avorter sur le champ et ça reste il faut que de lourdeur administrative, ça reste un parcours du combattant. Le consentement du mari. Donc cela suppose que la femme doit être mariée. Il faut aussi, comme j'ai dit, aviser le médecin-chef de la préfecture. C'est quand même assez compliqué. Bon. Alors cette loi est restée comme ça. Moi, depuis que je suis au CHU, j'ai commencé le CHU depuis 37 ans. Alors, je voyais, en faisant mes gardes au CHU d'Avicenne, des situations dramatiques en rapport avec les grossesses non désirées, notamment dans le temps, je n'étais pas dans un service de gynécologie obstétrique, mais aux urgences où on voyait des jeunes filles venir en tentative de suicide, et quand on les examinait, on trouvait qu'elles étaient enceintes, et c'était leur raison de tentative de suicide. Ou encore, on voyait des jeunes filles qui ont subi des tentatives de crimes d'honneur. Et là encore, c'était... Et par la suite, quand j'ai décidé de faire ma spécialité de gynécologie obstétrique, c'est là où j'ai vu réellement
les situations dramatiques, d'abord de personnes qui venaient nous implorer de pratiquer un avortement à l'hôpital parce que leur fille a été violée, ou parce qu'elle est mineure et quelqu'un lui a tourné autour, ou bien parce qu'ils désirent la grossesse, mais ils ont une malformation fœtale très grave, et ils ne veulent pas avoir un lourd handicap psychomoteur, etc. Et donc, on ne pouvait rien faire parce que la loi nous l'interdit. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, c'est pas possible que je me taise. Je suis médecin, je ne peux pas me taire sur des choses que je vois comme ça tous les jours. Je ne peux rien faire, je vois. Ou encore, des personnes justement à qui donc on ne pouvait pas répondre donc pour faire un avortement à l'hôpital, un avortement médicalisé, et qui allaient alors se faire leur avortement à l'extérieur par les moyens de bord, et qui nous revenaient avec des complications beaucoup plus graves, voire mortelles, ou des patientes arrivaient avec une hémorragie grave, ou une septicémie grave, ou un tétanos grave, ou des situations dramatiques qui fait qu'elles mourraient à cause de ça. Je me suis dit, en tant que médecin, c'est de mon devoir de dénoncer tout cela et dire il faut qu'on agisse, il faut que les médecins agissent, il faut que l'État agisse, il faudrait que la loi change là-dessus. C'est la raison pour laquelle j'ai créé l'AMLAC. Je me suis dit, l'AMLAC, c'est l'Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin, qui me donnerait la possibilité d'en parler au nom d'une association, mais pas au nom d'une personne, en ma personne, mais au nom d'une association. Donc, voilà, et c'est pour cela que je dis encore une fois, je remercie les médias et les journalistes qui m'ont beaucoup aidé et supporté dans ce sujet-là. Ça s'est médiatisé de manière extraordinaire, et où il y a eu le tournant, véritablement le tournant, c'est lors d'une émission que, bon, j'ai été contacté par la chaîne France 2, envoyé spécial, qui est une émission qui est très regardée aussi bien à la télé dans les télés étrangères que marocaines, bien sûr, et surtout quand il s'agit de quelque chose qui intéresse le Maroc, bien sûr, les Marocains vont regarder. Et mon intention n'était nullement, et là je tiens et j'insiste à le dire, n'était nullement de montrer une mauvaise image du Maroc. Bien au contraire, j'aime mon pays, j'aime mes concitoyennes, et je voulais juste attirer l'attention sur un gros problème que nous vivons, pas seulement nous, les Marocains, mais que tous les États vivent. Oui, c'est un problème de santé publique, un problème de société, parce que c'est des drames sociaux. Tout le monde, les grossesses non désirées arrivent à tout le monde. N'importe qui peut tomber dans le piège d'une grossesse non désirée. Vous savez, on peut même prendre toutes les contraceptions du monde. On peut même faire une ligature des trompes. Imaginez une personne elle se dit, je n'en veux plus du tout d'enfant. Elle va faire une ligature. Et pourtant, elle tombe enceinte. Il y en a qui mettent des stérilés, elles tombent enceintes. Il y en a qui prennent la pilule et qui tombent enceintes. Elles ont tout fait. Et ne parlons pas de celles qui n'ont pas eu d'éducation ni sexuelle, et qui sont d'une naïveté extrême. Souvent des filles très jeunes. Et que n'importe qui leur tourne autour. Et surtout quand il s'agit de pauvreté, elles pensent qu'il va les sortir de la pauvreté familiale dont ils vivent, parce qu'ils leur promettent le mariage, etc. Et puis finalement, elles se retrouvent, ces pauvres filles, avec des grossesses non désirées. Et que vont-elles faire avec ces grossesses ? Après, on se retrouve avec Alors, avec si j'ose dire, excusez-moi de parler beaucoup, je vous en prie, professeur. Pour parler donc de la loi, donc, parce que vous m'avez posé la question concernant monsieur... Mais pour que les choses soient claires, on est loin de... On parle pas encore des filles, des grossesses hors mariage. Là, vous militez rien que pour élargir un petit peu les cas où l'IVG peut être... Tout à fait. Moi d'abord, possible en cas de mariage, absolument. Je ne suis pas en train de dire IVG pour tout le monde, droit du corps pour tout le monde. Je sais que c'est quelque chose qui ne passera pas au Maroc parce que nous sommes encore un pays assez conservateur. Moi, tout ce que je cherche, c'est de protéger la santé de ma concitoyenne.
qui va tomber enceinte dramatiquement, de manière non désirée, et qui va aller se faire avorter dans des situations qui sont mauvaises. Cela veut dire, même si c'est... Parce qu'au fait, l'avortement, on a 3 catégories sociales dans la société. Il y a les riches qui, elles, vont prendre l'avion, vont aller se faire ça en Espagne ou en France ou en Tunisie ou n'importe quel pays où l'avortement est autorisé. Donc elles ne sont pas concernées par le problème. Il y a la classe moyenne qui, elle, va se débrouiller une certaine somme d'argent, 4 000, 5 000, 3 000, 10 000 peut-être, et qui va aller le faire chez un médecin. Donc c'est un avortement médicalisé, mais malgré cela, ce n'est pas un avortement très sûr. Pourquoi ? Parce qu'il est fait en cachette, parce qu'il est fait dans un cagibi, parce qu'il est fait sans une bonne asepsie, sans une bonne anesthésie, il n'y a pas de médecin anesthésiste sur place, il n'y a pas de bloc opératoire sur place, donc il y a des risques. Mais celles qui en pâtissent le plus, c'est encore une fois la catégorie pauvre, la classe sociale la plus pauvre. Ces gens-là n'ont pas cette somme de 3 000, 4 000, 5 000 ou 10 000 dirhams. Qu'est-ce qu'elles font ? Alors à ce moment-là, elles vont se faire des avortements traditionnels, des avortements par les herboristes, des avortements en utilisant des instruments souillés elles vont aller tripoter leur appareil génital. Et là, elles, véritablement, et c'est n'ayant pas la possibilité non plus de faire, peut-être qu'elles ne font pas, elles vont garder cette grossesse, et puis finalement, elles vont arriver à terme, elles vont accoucher, elles vont soit tuer cet enfant, soit le jeter dans une poubelle, soit l'abandonner n'importe où. Et ce sont des choses... Moi, je me dis, c'est au-dessus de tout. Il y a des voix qui sont contre l'élargissement des cas où l'avortement devrait être autorisé, croient que si l'avortement est légalisé, les femmes vont commencer à tomber enceintes à gauche, à droite, alors que c'est complètement faux, parce que c'est pas par plaisir et c'est pas par que ce soit même les femmes, encore plus les petites jeunes filles ou autres qui tombent enceintes sans le vouloir, mais même les femmes enceintes en cas de... Vous avez parfaitement raison. Moi, je le dis toujours, c'est pas parce que le Doliprane existe que je vais m'exposer au froid et que je vais attraper la grippe. Non, c'est une arme pour traiter quelque chose. On doit avoir un moyen de traiter. Il y a le problème qui peut survenir et on va le traiter. Au lieu, parce que de toute façon, je vais vous dire, une personne qui ne désire pas sa grossesse, elle va aller par n'importe quel moyen s'en débarrasser de cette grossesse. Donc autant le faire dans les règles de l'art. Alors, on va parler de cette loi. En 2016, on croyait qu'on était tout près de l'adoption. Qu'est-ce qui fait qu'elle est toujours bloquée dans les tiroirs du Parlement depuis 6 ans ? Alors, justement, donc c'était suite à ce reportage qu'il y a eu quelque chose d'énorme qui s'est passé. Il y a eu par les médias, et notamment au niveau des réseaux sociaux et tout ça, beaucoup de gens avaient beaucoup apprécié justement, surtout les gens qui ont compris le problème. Il y avait une mobilisation. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas compris, et c'était l'ancien gouvernement, le gouvernement Ben Kiran, qui m'a carrément, j'étais à ce moment-là, j'occupais le poste de chef de service de gynécologie obstétrique au CHU de Rabat, et j'ai été démis de vos fonctions. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un soulèvement, je vous assure, un soulèvement social, mais de la part de la classe intellectuelle, qui s'est dit, c'est pas normal. Ce monsieur ne cherche absolument pas du tout ni la débauche, ni quoi que ce soit. Il cherche à montrer un problème, à mettre le doigt sur un problème qui existe dans notre société. Il veut le traiter, point. Et justement, grâce à Sa Majesté, que Dieu le glorifie, qu'il a pu justement, Sa Majesté a pris ce sujet d'avortement, parce que ça a fait beaucoup de bruit, et il s'est dit, allez, on va discuter. Et il a convoqué alors le ministre des Affaires islamiques, le ministre de la Justice et le président du CNDH. Il leur a dit, je vous donne 1 mois pour mener des discussions et suite à ça, vous m'amenez les conclusions de ce que pensent les Marocains. Effectivement,
Au bout d'un mois, ils sont revenus avec ce projet de loi qui dit l'avortement peut être réalisé dans 4 situations. Quelles sont ces situations où l'avortement, ce que stipule cette loi qu'on attend Alors, justement, c'est viol, les jeunes filles violées, l'inceste, les handicapés mentaux, parce que, vous savez, les jeunes filles handicapées mentales, c'est comme un bébé, c'est comme un enfant. Elles sont n'importe abusées, qui, quand elles ne sont pas sous la surveillance de n'importe qui peut abuser d'elles. Et puis enfin, les malformations fœtales graves. Donc c'était ces 4 situations. C'est déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Et alors, suite à ça, le projet de loi a été établi et a été adopté en Conseil de gouvernement en mai 2016. Oui. Et théoriquement, il devait alors passer au Parlement pour qu'il soit discuté en commission, puis qu'il soit voté en plénière. Oui, suivre le circuit normal. Le circuit législatif normal. Loi, oui. Eh bien, il rentre au Parlement en 2016 et on n'entend plus parler. Oui. Complètement, on l'a mis dans un tiroir, on a voulu l'enterrer. Alors, aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir. Vous avez rencontré sur votre demande le ministre de la Justice qui était, vous m'avez dit, très réceptif. Est-ce que vous pensez qu'on verra bientôt cette loi sortir des tiroirs? Alors, justement, je me disais pendant le gouvernement PJD, je me disais que finalement, ça ne passera pas, ils n'ont pas envie de faire passer, même si, quand même, M. Othmani était quand même relativement favorable. Mais il était entouré de personnes qui, eux, n'étaient pas du tout, ils n'étaient pas favorables. Oui. Mais là, donc je me disais, tant qu'il y a gouvernement PJD, ça ne passera pas jamais. vraiment. Oui. Mais, et dans le temps, quand le RNI et le PAM étaient dans l'opposition, notamment le PAM, qui était dans l'opposition, tous me disaient, on est avec vous et on est véritablement... Alors, quand maintenant, on a voté pour le PAM et pour le RNI, ils sont dans le gouvernement, ils ont une large majorité, etc. Vous êtes revenu à la charge. J'ose espérer, je suis revenu à la charge. Je me suis dit, c'est le moment propice, idéal, maintenant, pour que l'on puisse changer la loi. Alors, j'ai eu des contacts avec certaines personnes du RNI, du PAM, etc. Mais notamment, je me suis dit, la personne la plus concernée, parce que qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à changer la loi, il y a un amendement. Alors, à ce moment-là, la personne la plus, d'autant plus que j'avais déjà rencontré M. Ouabi quand il était dans l'opposition. Oui. Quand il était dans l'opposition. Donc, il m'a toujours dit, oui, moi je suis avec toi, etc. Donc, j'ai demandé une audience et j'ai été le voir. Oui. Et véritablement, je le remercie, j'ai été très bien reçu et il m'a donné beaucoup de lueurs d'espoir. Oui. Il me dit, oui, nous sommes en train de travailler, pas seulement pour les 4 situations, parce que ces 4 situations que j'ai citées, au fait, ne concernent que 10% maximum. Oui, 10% maximum. Oui. C'est déjà ça. Oui. Mais 10%, qu'allons-nous faire des 90% qui restent? Alors, il y a quelque chose de très important, parce que le temps passe très très vite. Il nous reste 5-6 minutes. Ça passe vite. Oh là là, ça passe vite. Parce que l'Organisation mondiale, quand elle définit c'est très important, la définition de la santé, ce n'est pas que la santé physique, c'est le bien-être mental et social. Et psychologique. Mental et physique. Psychique et social. Voilà. Alors est-ce qu'on pourrait espérer que la définition de préserver la santé soit élargie justement à la santé mentale? C'est justement cela que je demande et c'est justement pour cela que je milite. Et j'en ai discuté donc avec M. Ouabi justement sur ça, pour qu'on applique. Parce qu'au fait, il n'y a pas de... C'est simple. Il y a un article, parce que comme vous savez, dans le Code pénal marocain, de l'article 449 jusqu'à l'article 457, on pénalise l'avortement, on punit l'avortement. Et l'avorteur, et l'avorté, et l'intermédiaire. Oui. Tout le monde est puni quand il y a une question d'avortement. Mais il y a un seul article qui, lui, ne punit pas. C'est l'article 453 du Code pénal, qui, lui, dit... L'avortement n'est pas puni lorsqu'il vise à sauvegarder la vie ou la santé de la femme. Et là, ce que je suis en train de demander... Vague, justement. Voilà. Santé, c'est vague. Il y en a qui pensent que la santé, c'est seulement une santé physique. C'est-à-dire, tu es malade, tu as un cancer, tu as une maladie cardiaque, tu as une maladie respiratoire ou rénale. À ce moment-là, on pourrait éventuellement... Mais la santé, ce n'est pas ça. Oui. La santé...
selon la définition de l'OMS, c'est un état de bien-être physique, psychique et social. Oui. Cela veut dire qu'une grossesse, elle pourrait retentir une grossesse sur la santé physique de la personne, mais aussi sur la santé sociale ou mentale. Mentale d'abord. Vous savez, une personne peut faire une dépression, pourrait aller au suicide avec sa, Oui, avec une femme aujourd'hui, une grossesse non désirée. Une dépression sévère accompagnée de son mari avec son acte de mariage ne peut pas avorter. Ne peut pas. Le mari est là, il est demandeur, la femme est de. Vous savez, il y a des situations, des couples mariés qui arrivent à 46, 47 ans. Ils ont déjà 5 enfants et que, hop. La femme, d'ailleurs, croit qu'à 46, 47 ans, qu'elle ne risque plus de tomber enceinte. Mais ça arrive qu'elle tombe enceinte. Ils arrivent, ils disent, mais la femme, elle vient, elle vous dit, docteur, mais je suis déjà grand-mère. Je suis déjà grand-mère. J'ai honte de mes enfants et de mes petits-enfants. Est-ce que moi, à mon âge, je vais devoir encore garder cette grossesse? Vous savez, il y a tellement de situations dramatiques. Comme je vous ai dit, des personnes qui amènent leur petite fille qui a été violée, des incestes. Elle dit, c'était fait par le père ou par l'oncle ou par le frère. Mais imaginez comment on ne peut pas... Et puis aussi, je peux vous en citer, mais alors des centaines de situations. Alors, il y a de bons signaux et il y a des mauvais. Le bon signal, c'est, par exemple, le dernier rapport de la CEDAW, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, qui a appelé, dans son dernier rapport, le Maroc à abroger toutes les lois discriminatoires à l'égard des femmes, à commencer par l'article 490 du Code pénal, qui criminalise les relations sexuelles, parce que c'est lié à ça, hors mariage, ainsi que la modification de l'article 453 du Code pénal pour pénaliser l'avortement, voilà. Et puis d'abroger l'article 20 du Code de la famille, pour que l'exception à l'âge, parce que ça aussi c'est à l'âge minimum du mariage, ne soit plus autorisée. Il y a cet appel, c'est un bon signal. Mais il y a la mauvaise nouvelle des États-Unis, la première démocratie mondiale, entre guillemets, qui vient de faire 10 pas en arrière en interdisant l'avortement qui a été légalisé depuis un demi-siècle. Est-ce que ça peut impacter ça pourrait impacter le cours des choses dans des pays comme le nôtre? Bon, les États-Unis, qui est un pays de toutes les contradictions, parce que quand on voit que aux États-Unis il y a encore les condamnations à mort. On condamne des dizaines, sinon des centaines de personnes à mort chaque année. Quand on voit aux États-Unis qu'on donne la possibilité d'avoir des armes et qu'on voit tout le temps des tueries, ça, c'est véritablement des personnes sur Terre qui sont tuées. Alors que là, on veut soi-disant amender la loi pour sauver une éventuelle vie potentielle qui est un embryon qui fait quelques millimètres. Alors, alors déjà, je voudrais expliquer les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas interdit maintenant. Les États-Unis, alors la Cour suprême des États-Unis a donné le droit aux États qui veulent interdire l'avortement, ils peuvent le faire. Bon, il y avait déjà une douzaine d'États qui attendaient cela depuis très longtemps, qui avaient déjà leur projet de loi était déjà fait. Dès que la Cour suprême a donné, elles ont déjà déposé le... Mais finalement, justement, excusez-moi, juste... Je vous en prie. On va arriver peut-être à une cinquantaine... Alors, aux États-Unis, il y a une cinquantaine d'États, je pense. Comme c'est le cas pour la peine de mort. Il y a des États qui les... Voilà, on va peut-être arriver à 50% grand max des États qui vont interdire. Mais au moins l'Américain ou l'Américaine pourrait aller d'un État à un autre État pour aller se faire avorter. Pour finir, professeur, mais c'est quand même c'est un sujet passionnel très important. Pour finir, et cela, est-ce que ça va impacter? Justement, pour ce qui nous concerne, nous, le Maroc, la prochaine étape, est-ce que vous pensez est-ce que vous êtes soutenu d'abord? Est-ce que vous êtes soutenu par la profession, par d'autres associations? Franchement, c'est une question qui est assez... J'aurais aimé être beaucoup plus soutenu parce que ça concerne les médecins, tout cela. Les médecins, c'est quoi? Dans le serment d'Hippocrate, c'est de préserver la santé et la vie d'une personne. Et donc les médecins eux-mêmes, ils ont les mains liées devant ces situations. Et véritablement, ils doivent se lever tous et
et d'être du même avis. Moi, je sais qu'il y a l'objection de conscience, je sais que chacun peut avoir, mais logiquement, et moi je le dis et je le répète, j'aurais aimé que le Conseil national de l'ordre des médecins appuie de manière qu'il soit avec moi, mais alors à 100%. J'aurais aimé que les sociétés savantes de gynécologie obstétrique, ou bien même d'autres sociétés savantes médicales, aussi publient et vont demander parce qu'ils savent ce qui passe. Oui. Le médecin est la première personne. On a débordé concernée. Malheureusement, professeur. On espère que le projet de loi va finalement passer. 2 chiffres pour finir. 50 000 enfants naissent chaque année hors mariage au Maroc et 300 bébés sont retrouvés abandonnés, morts ou vivants, rien que dans la ville de Casablanca. Absolument. Merci beaucoup, professeur. Merci Je rappelle que vous êtes professeur gynécologique et président fondateur de l'AMLAC, l'association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.